Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir bombardé la prison d'Olenivka. Plus de 50 prisonniers ukrainiens seraient morts dans l'attaque. Le pape François a terminé son voyage au Canada où il a exprimé son indignation et sa honte pour le mal fait aux autochtones par l'Église. Les débris d'une fusée chinoise menacent de s'écraser sur terre dans la nuit de samedi à dimanche. Le point sur la situation dans ce journal. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement des frappes sur la prison d'Olenivka, située dans un territoire séparatiste de l'est de l'Ukraine. Plus de 50 prisonniers ukrainiens seraient morts dans l'attaque de ce vendredi. Alors que l'armée russe a accusé Kiev d'avoir organisé le bombardement, le président ukrainien a qualifié l'attaque de crime de guerre russe. J'ai reçu aujourd'hui des informations sur l'attaque des occupants contre Olenivka dans la région de Donetsk. C'est un crime de guerre russe délibéré, un meurtre de masse délibéré de prisonniers de guerre ukrainiens. Il y a eu plus de 50 morts. Lorsque les défenseurs d'Azovstal ont quitté l'usine, l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge s'étaient engagés à protéger nos soldats. Sur le terrain des opérations militaires, selon les autorités locales, au moins 5 personnes ont été tuées et 7 blessées dans une frappe russe qui aurait touché un arrêt de bus dans la région de Mykolaïv. Et selon la présidence ukrainienne, au moins 8 personnes ont péri et 19 ont été blessées ces dernières 24 heures dans la région de Donetsk. Concernant les céréales bloquées en Ukraine depuis le début de la guerre, selon Kiev, les exportations pourraient reprendre dans les prochains jours grâce à l'accord trouvé le 22 juillet avec la Russie. Volodymyr Zelensky s'est rendu vendredi dans le port de Tchornomorsk pour superviser un premier chargement de céréales sur un navire turc. Le pape François a terminé vendredi son voyage de 6 jours au Canada comme il l'avait commencé, par des excuses historiques pour le mal fait aux autochtones du pays. Ce pèlerinage pénitentiel qui a mené le souverain pontife au Québec puis dans le Grand Nord lui a permis d'aller à la rencontre de nombreux Amérindiens qui attendaient cette demande de pardon depuis de longues années. Pour la dernière escale de son voyage à Iqaluit, le pape a de nouveau évoqué les grandes souffrances de ceux qui avaient été placés de force dans des pensionnats gérés par l'Église catholique. Élèves des pensionnats, je vous remercie. Vous avez eu le courage de raconter vos histoires et de partager vos grandes souffrances que je ne pouvais même pas imaginer. Cela n'a fait que renforcer en moi le sentiment d'indignation et de honte que j'avais depuis plusieurs mois. Je suis désolé et je vous demande pardon pour le mal commis par de nombreux catholiques qui, dans ces écoles, ont contribué aux politiques d'assimilation culturelle et d'émancipation. Entre la fin du 19e siècle et les années 1990, près de 150 000 enfants indigènes ont été arrachés à leur famille et beaucoup ont été victimes de violences physiques ou sexuelles. Une partie d'une fusée chinoise devrait s'écraser sur terre dans la nuit de samedi à dimanche. Le problème, c'est qu'il est impossible pour le moment de savoir précisément quand et où tomberont les débris spatiaux. Le morceau de métal qui forme un cylindre de 33 mètres de long fait partie de la fusée chinoise Long March 5B envoyée dans l'espace le 24 juillet dernier. Selon l'Aerospace Corporation, les débris de la fusée devraient faire une entrée incontrôlée dans l'atmosphère ce samedi à 20h05 avec une marge d'erreur de plus ou moins 5 heures. L'entreprise américaine affine ses prévisions au fil des heures. Dans la plupart des cas, ce type de débris se désintègre au contact de l'atmosphère. Mais ce morceau de plus de 20 tonnes pourrait bien finir par frapper notre planète. Selon les estimations de l'Aerospace Corporation, ceux qui vivent en France métropolitaine ne sont pas menacés de recevoir les débris. Alors que le jour du dépassement ne cesse d'avancer d'année en année, l'Espagne se lance dans la lutte contre le gaspillage alimentaire avec un projet de loi. À cause des mauvaises habitudes prises dans les pays riches notamment, des chercheurs estiment que l'humanité a consommé l'ensemble de ce que la planète peut produire ce jeudi 28 juillet.
Dans ce restaurant de Madrid, on a bien conscience du problème. S'il y a un surplus et qu'il est en bon état, nous le servons le soir ou la nuit en apéritif avec des bières, du vin ou des boissons non alcoolisées, explique ce serveur. Et puis nous avons toujours la possibilité de proposer des doggy bags à nos clients lorsqu'il leur reste trop de nourriture. Mais nous faisons cela depuis longtemps. Parmi les mesures évoquées dans le projet de loi, la réduction des prix des produits se rapprochant de la date limite de consommation, les dons à des associations ou à des banques alimentaires, la transformation de certains aliments en jus ou confitures, ou encore le compost. Pas suffisant pour certains. La prévention de la perte et du gaspillage alimentaire doit être la priorité numéro 1. La priorité ne doit pas être, comme ce que cette loi prévoit, de donner les excédents. Le projet de loi, qui doit encore être voté au Parlement, prévoit des amendes pour le gaspillage alimentaire. Puis après avoir disparu au milieu des années 1800 en raison d'une chasse intensive. Le bison est une espèce dite parapluie. Il permet à la faune et à la flore qui l'entourent de prospérer. Les défenseurs de l'environnement et les ONG se sont donc donné pour mission de le réintroduire. Nous avons un projet qui va se poursuivre jusqu'au milieu de l'année 2024. Et notre objectif est d'atteindre 75 bisons. C'est possible et nous espérons même dépasser ce nombre, car il y a désormais des naissances. Nous faisons partie d'un projet européen soutenu par la Commission européenne et dont l'objectif est de restaurer les habitats dégradés. Le bison consomme des aliments végétaux et entretient les pâturages. Il crée également des zones, des micro-habitats qui permettent l'apparition d'autres espèces. Nous pouvons dire, et nous pouvons en être fiers, que la Roumanie est l'un des rares pays où le bison trouve encore sa place dans un habitat naturel. Voici Hyphen, le premier des 28 bisons adultes relâchés ici dans les montagnes de Figueras. Il pèse presque 1 tonne. Comme vous pouvez le voir, c'est un animal massif. Et nous avons beaucoup de chance de le rencontrer car c'est le bison le plus amical du troupeau. Le sud des Carpates est un site important du patrimoine naturel du vieux continent. Les forêts vierges de Roumanie représentent 65% de la surface totale restante en Europe aujourd'hui. La Roumanie a beaucoup de ressources naturelles. Elle a d'énormes ressources en bois, la plus grande forêt mixte restante en Europe. Mais nous devons réglementer et gérer durablement les arbres. Replanter avec les bons arbres et s'assurer que la prochaine génération hérite d'une plus grande forêt que celle dans laquelle nous vivons actuellement. Le musée Thyssen-Bornemisza de Madrid consacre une grande rétrospective au peintre Alex Katz, l'une des grandes figures de l'histoire de l'art américain du XXe siècle et précurseur du pop art. Une quarantaine d'huiles de grand format offrent un aperçu de tous les thèmes habituels de l'artiste et en particulier les portraits de sa muse, sa femme Ada. Des lignes lisses, des couleurs sobres qui donnent à ces tableaux un caractère intemporel. Alex Katz, 95 ans, est toujours en activité aujourd'hui. Le festival de la Roque d'Anteyron en Provence est devenu au fil des ans l'un des grands rendez-vous européens pour tous les amoureux du piano. Il accueille chaque été les plus grands solistes du monde, mais également les grands de demain. Dans le cadre somptueux du parc d'un château du XVIe siècle, il offre pendant un mois des concerts quotidiens, avec cette année nouveauté, des concerts de jazz. Pour célébrer le jubilé de platine historique d'Élisabeth II d'Angleterre, marquant 70 ans de règne, les salles de réception du palais de Buckingham accueillent une exposition sur l'accession au trône de Sa Majesté après le décès soudain de son père, le roi George en 1952. De magnifiques bijoux de la collection personnelle de la reine, des vêtements et des photographies emblématiques d'Élisabeth II sont présentés jusqu'en septembre dans la capitale anglaise.